Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Premier rang des préoccupations des Nations Unies. Il faut tout de même rappeler que le principal objectif de cette 5e visite de Ban Ki-moon dans la région était de participer à la conférence sur les investissements du secteur privé dans les pays des Grands Lacs. Conférence organisée sous les auspices du bureau de son envoyé spécial Saïd Djenit et de la CIRGL. M. Ban Ki-moon s'est longuement étendu à ce sujet dans l'entretien qu'il a eu avec vous. Il a parlé du grand potentiel que possède notre pays et notre région, la région des Grands Lacs. Il a parlé de la croissance économique impressionnante que nous connaissons, même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer pour arriver à l'inclusivité de cette croissance économique. C'est la raison pour laquelle il a lancé un appel pathétique à la contribution du secteur privé. C'est un appel auquel s'est joint toute la conférence sur l'investissement privé. Un appel à la contribution du secteur privé dont les investissements sont souhaités. Un appel aussi aux acteurs politiques de tous les pays de la région des Grands Lacs, de toutes les tendances, pour qu'ils s'abstiennent de compromettre l'assurance dont les investisseurs ont besoin que leurs placements ne seront pas menacés par des crises politiques et sécuritaires. Certains acteurs politiques de notre pays ont vu dans la visite à Kinshasa de M. Ban Ki-moon, qui venait participer, comme je l'ai dit, à la conférence sur les investissements privés dans les pays de la CIRGL, l'opportunité pour le supplier, toute honte bue, pour les rassurer quant aux élections qui doivent marquer la fin du mandat de notre chef d'État. Comme si la Constitution et les lois en vigueur dans notre pays ne suffisaient pas. Comme si les nombreuses prises de position antérieures en ce sens, des Nations Unies elles-mêmes et d'autres grandes organisations internationales, ne suffisaient pas. Comme si le secrétaire général des Nations Unies avait vocation à se substituer au peuple congolais et à ses institutions, comme la Commission électorale nationale indépendante, comme la Cour constitutionnelle, qui sont chargées de ces questions par la Constitution. Ces institutions auxquelles il s'amuse à distribuer des bons et des mauvais points, vous le savez, parce que c'est par vous qu'ils passent, au gré de leurs propres intérêts partisans, tout en faisant semblant de promouvoir leur indépendance. Je voudrais vous rappeler que lorsqu'il a évoqué la mission des Nations Unies en RDC, M. Ban Ki-moon a parlé essentiellement du mandat de protection des civils ensemble avec le gouvernement et de l'amélioration de l'assistance humanitaire ainsi que de la promotion d'un dialogue politique ouvert, car, je voudrais le citer, la population de la République démocratique du Congo mérite de vivre en paix et en toute sécurité. Fin de citation. Il a ajouté qu'il avait exhorté aussi bien le président de la République qu'il a rencontré, le Premier ministre et certains ministres du gouvernement, les présidents des 2 chambres parlementaires, ainsi que les représentants des partis politiques, majorité et opposition, et quelques acteurs de la société civile qu'il a rencontrés, qui les a donc exhortés à s'engager dans un dialogue politique constructif et à placer les intérêts de la population au centre de leurs débats. En ce qui concerne le processus électoral dans notre pays, M. Ban Ki-moon a appelé toutes les parties prenantes à tout mettre en œuvre afin que les élections soient crédibles, inclusives et conformes à la Constitution.
en insistant sur le respect de la liberté d'expression et d'association et le droit des réunions pacifiques qui sont indispensables à une vie politique dynamique et à toute démocratie. Au gouvernement, cela nous a paru être un encouragement à persévérer dans la libération des espaces d'expression qui sont une réalité que personne de bon sens ne peut nier dans notre pays. Il a exprimé sa préoccupation face au retard intervenu dans la mise en œuvre du calendrier électoral et a encouragé toutes les parties prenantes à convenir d'un calendrier électoral consensuel. Le dialogue national qui a été proposé par le président Joseph Kabila, qui est un dialogue inclusif et donc à ses yeux crédible, et peut véritablement permettre d'apaiser les tensions et partant de créer un environnement favorable à des élections pacifiques, transparentes et crédibles. Le secrétaire général de l'ONU, derrière lequel quelques protagonistes de notre pays se cachent pour snober l'initiative du président Kabila, a dit clairement que toutes les parties qu'il a rencontrées ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à un dialogue inclusif. Il a ajouté que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution en République démocratique du Congo que celle d'un dialogue inclusif. Maintenant, sur la question de la politique discriminatoire appliquée à l'encontre du contingent RD congolais envoyé en République centrafricaine, qu'un de vos confrères particulièrement alerte et à qui je rends hommage lui a posé, le secrétaire général des Nations Unies a fait allusion à des normes d'ordre logistique et matériel. Je voudrais vous signaler en passant que pour des raisons similaires, c'est-à-dire des raisons de rétrécissement des ressources budgétaires qui affectent tous les États dans le continent, le gouvernement sud-africain, qui dispose de l'une des forces armées les plus puissantes de notre continent, est en train de se retirer du Darfour au Soudan. Tout ceci pour dire que le secrétaire général Ban Ki-moon n'a pas formulé les accusations quant au comportement des troupes congolaises sur lesquelles certains médias périphériques s'étaient livrés à des commentaires lourds, infamants, contre notre contingent en République centrafricaine. Mieux, M. Ban Ki-moon a remercié la République démocratique du Congo pour sa contribution à la paix en République centrafricaine, dans le cadre de la MISCA d'abord, puis de la MINUSCA. Et il a exprimé le souhait de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'armée congolaise afin d'améliorer ses performances dans le cadre de différentes opérations, en reconnaissant que des progrès ont été réalisés, bien que beaucoup reste à faire. S'agissant des interprétations du plan stratégique de développement annoncé par la présidence de la République, l'opinion a été informée par vous du plan stratégique de développement de la République démocratique du Congo, du chef de l'État, qui a été présenté par son directeur de cabinet. Aussitôt après, une frange de l'opposition politique et certaines associations, toujours les mêmes, dont on est en droit de se demander en quoi elles sont de la société civile, qui est par définition neutre, elles se sont répandues en jérémiades, en spéculations spécieuses autour de cette initiative présidentielle. Contester de manière rituelle et systématique tout ce qui se réalise dans la sphère publique de l'État est devenu, chez certains d'entre nous, une seconde nature, et c'est bien dommage. Sous le prétexte de militer pour le respect des délais constitutionnels, ils vont jusqu'à dénier au chef de l'État, élu de la nation, le droit de projeter
une réflexion prospective pour le pays. À les en croire, le destin individuel d'un acteur politique devrait limiter son devoir et son droit de penser le devenir et l'avenir de son peuple. Un droit qui appartient à n'importe quel citoyen congolais. Cette attitude est incorrecte et insensée. On se souviendra à cet égard que le début du deuxième quinquennat du président de la République avait été littéralement pourri avec des débats irrationnels sur la légitimité de son pouvoir. Et il est heureux que le président Joseph Kabila, dont on connaît bien l'élévation d'esprit et la pondération, qu'il a popularisé à travers l'expression « Momemima qui assoit nakate à Bundakate », le président ne s'est pas laissé entraîner dans cette distraction délibérée et a su maintenir le cap en réalisant autant que possible ses promesses électorales en termes de pacification, de réunification du pays, de reconstruction nationale et de décentralisation. Aujourd'hui, les mêmes acteurs auxquels viennent de se joindre d'autres aigris tentent de museler l'action du chef de l'État sous prétexte que son mandat va bientôt arriver à son terme. Pourtant, le plan stratégique de développement du président de la République, programmé depuis 2013, n'est qu'une mise en œuvre de l'invitation contenue dans notre hymne national. Nous chantons toujours l'hymne national, mais nous n'intégrons pas son contenu. L'hymne national appelle tout Congolais, à quelque catégorie sociale qu'il appartienne, à mettre la main à la pâte pour contribuer à, je cite, bâtir un pays plus beau qu'avant. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir si une telle contribution peut se circonscrire dans des délais temporels. La réponse est évidemment négative. Elle est négative parce que le développement autocentré d'un pays ne s'accommode pas des improvisations. Le développement d'un pays doit, au contraire, s'inscrire dans un cheminement linéaire qui transcende les mandats politiques des dirigeants, qui transcende même les générations. Et prétendre, comme le font les pourfendeurs du plan stratégique de développement du président, que pareille stratégie participerait d'une violation de la Constitution, est tout simplement aberrant. Nous avons entendu avec ahurissement une critique concernant cette initiative du chef de l'État, dans laquelle un acteur politique s'est permis de dire que le fait que les articulations de ce plan stratégique de développement de la République démocratique du Congo couvraient 2 décennies constituait la preuve que le président Joseph Kabila veut s'accrocher au pouvoir jusqu'en 2035, alors que, je le cite, cet acteur politique, les Congolais sont habitués à vivre au jour le jour et n'ont pas besoin de projets à long terme. Quelle insulte pour notre peuple! Quelle insulte à l'intelligence des hommes et des femmes qui vivent dans ce pays! Et je reporte mon regard vers le sud de notre continent, où le président Jacob Zuma, qui s'apprête aussi à passer la main, vient de projeter un plan stratégique jusqu'à l'an 2030. Allons-nous dire qu'il veut aussi changer la Constitution pour demeurer au pouvoir jusqu'en 2030? Non. Maintenant, j'en viens aux attaques contre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Mesdames, Messieurs, un jugement a été rendu mercredi 24 février 2016 par le tribunal de grande instance de Goma au Nord Kivu, devant lequel passait l'affaire ministère public contre des membres d'un mouvement non enregistré, un mouvement qui prône ouvertement l'anarchie et le chaos en République démocratique du Congo, un mouvement
qui dit ne pas reconnaître même les institutions mises en place par le peuple congolais. Ce jugement est sévère, il est vrai. Mais l'attitude de ceux qui ont fait l'objet de ce jugement n'est pas moins condamnable. Et depuis ce verdict qui condamne ces individus à 2 ans de servitude pénale, la justice congolaise fait l'objet de fortes pressions de la part de certains partenaires étrangers de notre pays. Ici, on se déclare préoccupé. Là-bas, on se déclare choqué par ce qui est considéré comme une restriction de l'espace politique et une atteinte aux libertés publiques. Alors que les gouvernements des États-Unis, de Belgique, de France, condamnaient en des termes identiques, on dirait que les 3 gouvernements fonctionnent ensemble quand il s'agit de la RDC, le verdict des juges de Goma, qui gênerait la participation de la société civile, on ne voit pas en quoi, et des acteurs politiques au débat démocratique, à Kinshasa, le responsable du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est notre interlocuteur privilégié, s'est lancé dans une attaque virulente, totalement inappropriée, sur les médias, contre une décision de la justice congolaise. Et selon ces mots, cette décision révèle l'instrumentalisation de la justice dans la répression des droits constitutionnels. On croirait entendre un opposant. Les uns et les autres demandent rien moins que la révision de ce jugement et appellent les autorités congolaises à respecter les libertés publiques et leurs engagements internationaux. Mesdames, Messieurs de la presse, ces États partenaires de la République démocratique du Congo, aussi bien que la représentation locale du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, qu'est le Bureau conjoint aux droits de l'homme des Nations Unies, s'en prennent ainsi de front à une procédure judiciaire régulièrement menée dans un pays tiers, un pays souverain. Une procédure judiciaire susceptible de voie de recours selon le droit judiciaire, selon les principes généraux du droit. Le fait est totalement inhabituel. Le fait est inacceptable, car il viole délibérément l'un des fondamentaux des relations internationales. En effet, ceci révèle un mépris profond à l'égard de la Constitution et des lois congolaises, qui consacrent l'indépendance des institutions judiciaires, indépendance vis-à-vis du gouvernement congolais, indépendance vis-à-vis des autres gouvernements étrangers et indépendance, a fortiori, vis-à-vis du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. À cela s'ajoute le principe universel du double degré de juridiction, qui est prévu en République démocratique du Congo. Par ce principe, j'imagine que ceux qui ont fait le droit savent que ce principe permet de réserver au seul juge la responsabilité de corriger le cas échéant les abus réels ou supposés d'autres juges. Ceci ne revient ni à un gouvernement, ni à un bureau conjoint des Nations Unies. Il appartient à la personne condamnée de recourir à une juridiction supérieure. Ces principes sont sacrés pour tout État de droit digne de ce nom. Ces principes sont scrupuleusement respectés dans les 3 États, aux États-Unis, en France et en Belgique, et dans les pays d'origine des responsables du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui se permettent ainsi de monter au créneau contre le pouvoir judiciaire congolais. C'est sur cette base que le gouvernement congolais a estimé devoir rejeter leur démarche cavalière. La République démocratique du Congo n'est pas une république bananière. La République démocratique du Congo, en souscrivant, comme tous les autres pays, aux instruments internationaux garantissant la liberté d'expression et les droits de l'homme, n'a pas plus qu'un autre État de la planète renoncé à appliquer ses propres textes législatifs qui sont du reste conformes aux 10 instruments internationaux que l'on nous brandit.
Et c'est le lieu pour moi d'affirmer que tout exercice dans notre pays de ces droits et libertés qui sont garantis par la Constitution et les lois nationales, dans des conditions portant atteinte aux lois, à l'ordre public, à la sécurité et aux droits des autres citoyens, constitue, comme dans les autres pays, un délit ou un crime qui expose à des sanctions pénales. C'est la position du tribunal de grande instance de Goma, dans cette province martyre du Nord Kivu, qui n'a que trop souffert de l'impunité des délinquants au cours de ces dernières années. Dans cette affaire, mesdames, messieurs de la presse, tout s'est passé comme si on voulait obliger les juges congolais à soumettre les jugements et arrêts qu'ils s'apprêtent à rendre sur les causes qui sont portées devant leur prétoire à l'avis conforme préalable du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ou des gouvernements américains, belges et français. Quelle prétention! Cette pratique est inacceptable et aucun citoyen congolais doué de raison ne devrait y souscrire. La République démocratique du Congo ne pouvait donc que s'inscrire en faux contre ces attitudes contradictoires de ceux de ses partenaires qui donnent l'impression de vouloir en même temps que soit mis fin à l'insécurité et à l'impunité qui hypothèquent la stabilisation d'une partie de notre pays, mais se démènent pour empêcher aux institutions judiciaires d'assumer pleinement leurs responsabilités quant à ce. Le gouvernement déplore particulièrement le fait que des organisations internationales et des gouvernements étrangers se permettent à l'encontre de nos institutions judiciaires ce qu'ils se gardent eux-mêmes de faire dans leurs propres États, à savoir émettre officiellement des avis, des jugements de valeur sur un verdict judiciaire, au lieu de se limiter à donner des conseils à des justiciables qu'ils souhaiteraient soutenir, qu'ils souhaiteraient aider, conseil de, par exemple, faire appel à une juridiction supérieure. Cela ne peut que s'arrêter à ce niveau-là, au lieu de donner des injonctions aux juges. Au sujet de ces inqualifiables pressions d'une agence internationale et de gouvernements étrangers contre les institutions judiciaires d'un pays souverain, je voudrais dire une chose concernant un média avec lequel nous collaborons habituellement, RFI. Je compte au nom du gouvernement adresser aujourd'hui même une protestation officielle aux responsables de la chaîne publique française RFI, dont nous avons accepté l'ouverture d'un bureau de représentation à Kinshasa, parce que nous voulons poser la question de l'impartialité de ce média dans le traitement de l'information concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi? Après la volée de bois vert qui a été infligée aux autorités congolaises sur cette chaîne concernant la décision de la justice de Goma, nous avions été approchés par une journaliste de RFI depuis Paris pour un droit de réponse normal que nous avons donné. Mais il nous a fallu attendre plus de 24 heures, au cours desquelles le seul point de vue initial, hostile à la République démocratique du Congo, a été martelé à satiété sur les ondes, et nous avons dû entreprendre d'intenses démarches pour qu'enfin la réponse du gouvernement puisse passer sur les antennes à une heure de faible audience. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas satisfaits de cette façon de traiter l'information. C'est trop déséquilibré et nous ne sommes pas loin de considérer ce fait comme une tentative délibérée de museler le gouvernement, et une protestation sera introduite et nous avons pris acte de cette attitude hostile vis-à-vis du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous passons directement à la deuxième partie. Il suffit de soulever la main, vous vous présentez, on va passer le micro. Oui, Congo Web.
Élisée Odia, Congo Web. Je reprends juste la dernière partie d'abord avec RFI. Vous vous entraînez à la Radio France Internationale, mais il y a d'autres, même à l'intérieur du pays, qui risquent de retorquer en vous brandissant également la Radio-Télévision Nationale, qui, selon certains, n'est pas aussi équilibrée que ça. Que pensez-vous? Et par rapport au dialogue convoqué par le chef de l'État, d'aucuns pensent qu'il devient inopportun, d'autant plus que s'agissant du financement, le gouvernement commence à s'acquitter de sa quote-part, mais également de la sécurisation. De quoi allons-nous finalement parler dans ce dialogue, d'autant plus que la substance n'existe pratiquement plus? Bien, je voudrais d'abord, en réponse à la première partie de votre question, dire que vous avez en face de vous le porte-parole du gouvernement qui évoque un problème qui a provoqué du souci au gouvernement. Lorsque vous aurez affaire à un conférencier qui a été victime d'une chaîne autre que RFI, vous lui poserez la question sur ce qu'il compte faire. Il peut bien écrire aussi, comme nous allons écrire à RFI. Pourquoi voulez-vous que moi je me justifie sur les impressions de monsieur Quidam dont je ne connais pas l'identité, je ne connais même pas de quoi vous parlez? Poser la question aux personnes qui ont à reprocher tel ou tel comportement à tel ou tel média et vous verrez bien comment ils réagissent. Nous ne sommes pas concernés par cela. Nous protestons contre la façon dont RFI a traité de manière déséquilibrée l'information concernant la République démocratique du Congo, à moins que vous ne me disiez que RFI est devenu l'arme vengeresse de ceux qui ont à reprocher des choses à tel ou tel média congolais et que le Congo devient une sorte d'instrument pour être utilisé pour venger ceux qui ne trouvent pas leur droit de réponse sur d'autres médias, ce qui n'aurait aucun sens. Donc nous ne sommes pas concernés par votre question. Vous la poserez à ceux qui estiment avoir été victimes d'un média et qui ont le droit de recourir au média lui-même, ou au CESAC, ou à la justice, ou à n'importe qui. Nous avons décidé d'en appeler aux responsables de RFI pour demander un traitement équilibré de l'information, point barre. Alors il ne faut pas me faire sortir de notre propre argumentaire. Ça concerne d'autres personnes qui ne sont pas devant vous. Vous trouverez l'occasion peut-être de parler avec ceux qui peuvent accuser d'autres médias. Le dialogue n'a pas été convoqué pour avoir 40 millions sur les 1 milliard 200 millions dont la CENI a besoin. Nous n'avons pas encore été aux élections pour savoir si la sécurisation du processus électoral est déjà garantie, si le comportement de l'homme politique congolais a déjà changé. Je vous trouve bien, comment dire, optimiste. Nous savons bien qu'il y a des gens, avant même les élections, qui sont prêts à mettre le feu à la baraque, et nous savons bien qu'il y a des risques sérieux que s'il n'y a pas ce dialogue, s'il n'y a pas ces bonnes dispositions, ces résolutions que nous pouvons prendre les uns vis-à-vis des autres, nous risquons de connaître le même cheminement que nous avons connu en 2006 et en 2011. Donc le fait que le gouvernement ait fait un premier décaissement de 22, maintenant nous en sommes à 40 millions, ça ne résout pas du tout le problème du financement d'une élection qui va coûter plus de 1 milliard 200 millions de dollars, tout est question de proportion, et donc je ne vois pas très bien le lien entre ce décaissement et le fait que le dialogue soit nécessaire, parce qu'il y a un problème de comportement de la part de la classe politique qui est en cause, et pas seulement un problème de financement, et même le problème du financement, il n'est pas résolu avec le fait de mettre à la disposition de la CENI 40 millions sur 1 milliard 200 millions. Je pense que vous savez rapidement faire les calculs pour voir que les proportions sont tout à fait infinitésimales. Donc je pense que le dialogue reste incontournable, tout le monde l'a compris, et comme l'a dit le secrétaire général, personne n'a dit le contraire. Peut-être que vous seriez la seule personne à dire le contraire aujourd'hui. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Évoqué dans votre mot, il s'agit
du conflit interethnique entre les Hutus et les Lendou. Ça continue à faire des victimes. Les Nandés. Les Nandés, pardon. Ça continue à faire des victimes, les gens continuent à mourir. Que fait le gouvernement à ce sujet? Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises? Vous en parlez de moins en moins. Et puis la deuxième préoccupation, c'est celle qui concerne l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. On a l'impression comme si la majorité présidentielle commençait à bouffer ses propres fils. Qu'est-ce qui se passe concernant la récusation de certains candidats de la majorité? Il y en a qui se sont présentés comme indépendants. On parle aussi des candidats du G7 qui ont été défenestrés par la majorité. Le conflit Hutu-Nandé nous préoccupe, ou plutôt devrais-je parler de ce que l'on appelle conflit Hutu. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Il a été de plus en plus évident qu'il s'agit d'actes criminels commis par des FDLR, avec bien sûr quelques complices congolais. Mais l'imagination, la responsabilité intellectuelle de ces crimes revient à des FDLR qui s'en prennent à certaines communautés, pas seulement Nandé, certaines communautés congolaises, pour opposer les communautés congolaises entre elles. Parce qu'il y a des Hutus congolais qui sont indexés, malheureusement, lorsque des FDLR agissent, ils agissent comme s'ils étaient des Hutus congolais. Ils signent leurs dégâts comme s'ils étaient des Hutus congolais et, faute d'informations, les autres communautés ont tendance à réagir contre leurs compatriotes. C'est un problème que la délégation du gouvernement qui s'est rendue sur place, qui vient de rentrer il y a moins d'une semaine, nous a donné comme rapport. Nous voudrions ici inviter les compatriotes du Nord Kivu à faire preuve de beaucoup de discernement et à faire en sorte de se dissocier complètement des FDLR qui doivent quitter notre pays parce que ce problème est un problème artificiellement créé par les FDLR. Les Hutus congolais sont des Congolais comme vous et moi qui vivent dans leur pays, qui ont le droit de cohabiter avec leurs compatriotes Nandé ou autres. Les FDLR sont des Hutus rwandais qui n'ont aucun droit à vivre dans notre pays. Il ne faut pas que, par une interprétation erronée de la responsabilité de ces crimes, nous parvenions à déclencher des conflits entre les ethnies congolaises qui doivent rester unies face à ces gens qui sont venus en réalité perturber la paix et la coexistence pacifique entre nous. Donc le gouvernement déjà au niveau de l'enquête a pu établir ses responsabilités et le gouvernement multiplie les actions pour ramener ces communautés à une coexistence qui est complètement incontournable. Les Hutus congolais doivent vivre avec les Nandés congolais, avec les autres, en parfaite intelligence. Il n'y a pas d'autre solution. Un frère, on ne le choisit pas. Un voisin, peut-être on peut s'en éloigner, mais les Hutus et les Nandés sont frères, ils doivent vivre ensemble et il ne faut pas que des criminels qui sont venus du Rwanda viennent perturber cette bonne entente qui doit exister entre nos communautés dans le Kivu. S'agissant des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs, il ne s'agit pas de bouffer ses propres fils. Je pense que le mot est un peu fort. Il s'agit simplement de principe, il s'agit de discipline de parti politique. Vous ne pouvez pas vous déclarer indépendant par présomption. Vous appartenez à un parti politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, et on vous retrouve candidat à une fonction au nom d'un parti politique, où on vous retrouve candidat indépendant. Quand est-ce que vous avez quitté le parti? Les partis politiques sont des structures qui ont été créées pour participer au suffrage. Alors, vous êtes dans un parti politique, vous n'avez jamais annoncé votre départ d'un parti politique, et d'un coup, vous apparaissez sur une liste comme indépendant. Cela veut dire quoi? C'est un crime contre la bonne foi. Vous avez abusé de la bonne foi de votre parti, vous avez abusé de la bonne foi des électeurs, vous avez abusé de la bonne foi de la CENI, et
aussi bien la loi électorale que les dispositions d'application de la loi électorale qui ont été adoptées par l'Assemblée de la CENI en février 2015 excluent cette possibilité. Donc la CENI n'a fait qu'appliquer des dispositions qui permettent de remettre de l'ordre dans l'arène politique congolaise. Vous voulez être indépendant, allez-y comme indépendant. On n'a touché à aucun véritable indépendant. Mais quelqu'un qui appartient à un parti politique, parce que dans un débat démocratique au sein d'un parti, sa candidature n'a pas été retenue, il se transforme en indépendant, je ne pense pas que nous devrions encourager ce type de comportement dans le pays. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Deux dernières interventions. Deux dernières. AFP, oui. Abibou Bangré pour Le Monde Afrique. Sur les réseaux sociaux, certains appellent le gouvernement à traquer avec plus d'efficacité les rebelles plutôt que d'arrêter des militants de Lucha qui sont non armés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien. Je pense qu'il est facile de construire un monde derrière son écran d'ordinateur, hein, de dire qui est rebelle, qui ne l'est pas, de dire qui est dangereux, qui ne l'est pas. Le gouvernement, madame, travaille sur base de renseignements qui sont vérifiés et contre-vérifiés. Il est possible que quelqu'un ait de la sympathie pour une autre personne qui, lui, est en train d'ourdir des actions violentes contre la République, mais qui ne le sache pas parce qu'il n'est pas équipé pour le savoir. Nous, nous sommes équipés pour savoir qui fait quoi. Et c'est sur base des renseignements, des services qui sont mis en place par l'État congolais que la justice congolaise fonctionne. La justice ne fonctionne pas sur base des amitiés de ceux qui construisent le monde derrière l'écran de leurs ordinateurs. Il est possible que ceux dont vous parlez soient impliqués dans des actions de déstabilisation violente de la République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes qui font des reproches au gouvernement de ne pas pouvoir ramener le calme, notamment dans certaines parties du Nord Kivu. Nous sommes bien au Nord Kivu, où il y a des morts dont on ne sait pas qui est l'auteur, où il y a des gens qu'on assassine, où il y a des femmes qui sont éventrées chaque jour. Et dès lors que une structure judiciaire informée par les technostructures de la police, des services d'investigation, prend des mesures contre un groupe qui n'avouera jamais être un groupe criminel. Peut-être le sont-ils, mais ne l'avouent-ils pas. Ils n'iront jamais vous dire sur vos réseaux sociaux qu'ils sont des criminels, mais on a estimé que leur comportement était criminel. C'est pour cela qu'une décision a été prise. Et s'il y a des preuves qui invalident la position du premier juge, qu'est-ce qui les empêche d'aller devant le deuxième juge et de brandir ces preuves-là, selon lesquelles ils sont des gens complètement inoffensifs, ils n'ont rien à voir avec l'insécurité, on s'en prend à eux alors qu'ils sont des militants politiques. Et s'ils étaient des militants politiques, pourquoi ils ne s'enregistrent pas? Pourquoi ils ne s'enregistrent pas auprès des services compétents de l'administration pour qu'on sache exactement qui est responsable de quoi? Il y a derrière une volonté d'anarchie, une volonté de déstabilisation qu'ils partagent avec les forces terroristes qui nous déstabilisent. C'est ainsi que les juges, après avoir considéré tout cela, prennent leurs décisions. Ni vous, ni moi, ni ceux qui écrivent sur Internet n'ont les éléments qui ont été mis à la disposition des juges de Goma pour les condamner. Alors ne nous substituons pas aux juges. Encourageons ces jeunes gens à aller devant le deuxième juge avec des éléments qui pourraient invalider le raisonnement du premier juge, point barre. C'est comme ça que ça fonctionne dans un état de droit. Vous n'allez pas acquitter quelqu'un parce que vous êtes derrière un écran d'ordinateur. Nous prenons le dernier intervenant. Le dernier. Oh, merci, c'est M. Alain pour l'agence de presse Nouvelle. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si depuis que les Nations Unies ont déclaré que nos militaires devaient être rapatriés, est-ce qu'ils sont déjà revenus au pays? Mais aussi vite, le gouvernement congolais ne reconnaît pas le mouvement La Lucha, comme vous le dites, mais le secrétaire général des Nations Unies s'est donné le luxe de déjeuner avec l'un des membres de ces mouvements. Il faut dire aujourd'hui que Ban Ki-moon travaille alors pour encourager ces mouvements terroristes, selon le gouvernement congolais. Merci.
Les militaires qui doivent revenir de Centrafrique sont sur la voie du retour. Ils continuent encore à rester là-bas. Ils vont revenir. Ils n'ont qu'à traverser le fleuve Ubangui et ils sont au Congo. Je crois que c'est un programme des forces armées. Je n'ai pas à m'étendre là-dessus. Quand on cessera d'avoir besoin d'eux, ils vont revenir. On vous a dit que c'était un problème d'équipement. Je pense qu'ils vont rentrer d'un moment à l'autre. D'autant plus qu'ils seront de nouveau utilisés, d'après ce que le secrétaire général a dit. Pour votre deuxième question, je suis assez surpris. Je ne savais pas qu'en République démocratique du Congo, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui donne la reconnaissance à des associations de la société civile en déjeunant avec elles. Je pense que le secrétaire général peut déjeuner avec qui il veut. Cela ne fait pas de cette personne une association légitime, légalement constituée, qui est à l'abri de la loi congolaise. Ils doivent absolument remplir l'obligation de se faire enregistrer et nous pouvons faire des reproches exactement à ceux qui veulent les encourager à considérer qu'il est normal d'exercer une activité dans un pays sans se faire enregistrer, c'est-à-dire sans la moindre possibilité d'être reconnu responsable des actes qu'il pose. Ça, c'est quelque chose qui peut-être manquait à l'information du secrétaire général. Nous avons le devoir de le dire, mais ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies qui accorde la reconnaissance à des associations. Et donc, ne venez pas me parler ici du secrétaire général. Parlez-moi de la direction des cultes et associations du ministère de la Justice. Le secrétaire général des Nations Unies n'a rien à y voir. Merci beaucoup. Il a été de plus en plus évident qu'il s'agit d'actes criminels commis par des FDLR, avec bien sûr quelques complices congolais. Mais l'imagination, la responsabilité intellectuelle de ces crimes revient à des FDLR qui s'en prennent à certaines communautés, pas seulement Nandé, certaines communautés congolaises, pour opposer les communautés congolaises entre elles. Parce qu'il y a des Hutus congolais qui sont indexés, malheureusement, lorsque des FDLR agissent, ils agissent comme s'ils étaient des Hutus congolais. Ils signent leurs dégâts comme s'ils étaient des Hutus congolais et, faute d'informations, les autres communautés ont tendance à réagir contre leurs compatriotes. C'est un problème que la délégation du gouvernement qui s'est rendue sur place, qui vient de rentrer il y a moins d'une semaine, nous a donné comme rapport. Nous voudrions ici inviter les compatriotes du Nord Kivu à faire preuve de beaucoup de discernement et à faire en sorte de se dissocier complètement des FDLR qui doivent quitter notre pays parce que ce problème est un problème artificiellement créé par les FDLR. Les Hutus congolais sont des Congolais comme vous et moi qui vivent dans leur pays, qui ont le droit de cohabiter avec leurs compatriotes nandais ou autres. Les FDLR sont des Hutus rwandais qui n'ont aucun droit à vivre dans notre pays. Il ne faut pas que, par une interprétation erronée de la responsabilité de ces crimes, nous parvenions à déclencher des conflits entre les ethnies congolaises qui doivent rester unies face à ces gens qui sont venus en réalité perturber la paix et la coexistence pacifique entre nous. Donc le gouvernement déjà au niveau de l'enquête a pu établir ses responsabilités et le gouvernement multiplie les actions pour ramener ces communautés à une coexistence qui est complètement incontournable. Les Hutus congolais doivent vivre avec les Nandais congolais, avec les autres, en parfaite intelligence. Il n'y a pas d'autre solution. Un frère, on ne le choisit pas. Un voisin, peut-être on peut s'en éloigner, mais les Hutus et les Nandais sont frères, ils doivent vivre ensemble et il ne faut pas que des criminels qui sont venus du Rwanda viennent perturber cette bonne entente qui doit exister entre nos communautés dans le Kivu. S'agissant des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs, il ne s'agit pas de bouffer ses propres fils. Je pense que le mot est un peu fort. Il s'agit simplement de principe, il s'agit de discipline de parti politique. Vous ne pouvez pas vous déclarer indépendant par présomption. Vous appartenez à un parti politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, et on vous retrouve candidat à une fonction
au nom d'un parti politique où on vous retrouve candidat indépendant. Quand est-ce que vous avez quitté le parti? Les partis politiques sont des structures qui ont été créées pour participer au suffrage. Alors, vous êtes dans un parti politique, vous n'avez jamais annoncé votre départ d'un parti politique, et d'un coup, vous apparaissez sur une liste comme indépendant. Cela veut dire quoi? C'est un crime contre la bonne foi. Vous avez abusé de la bonne foi de votre parti, vous avez abusé de la bonne foi des électeurs, vous avez abusé de la bonne foi de la CENI, et aussi bien la loi électorale que les dispositions d'application de la loi électorale qui ont été adoptées par l'Assemblée de la CENI en février 2015 excluent cette possibilité. Donc la CENI n'a fait qu'appliquer des dispositions qui permettent de remettre de l'ordre dans l'arène politique congolaise. Vous voulez être indépendant, allez-y comme indépendant. On n'a touché à aucun véritable indépendant. Mais quelqu'un qui appartient à un parti politique, parce que dans un débat démocratique au sein d'un parti, sa candidature n'a pas été retenue, il se transforme en indépendant, je ne pense pas que nous devrions encourager ce type de comportement dans le pays. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Deux dernières interventions. Deux dernières. AFP, oui. Abibou Bangré pour Le Monde Afrique. Sur les réseaux sociaux, certains appellent le gouvernement à traquer avec plus d'efficacité les rebelles plutôt que d'arrêter des militants de Lucha qui sont non armés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien. Je pense qu'il est facile de construire un monde derrière son écran d'ordinateur, hein, de dire qui est rebelle, qui ne l'est pas, de dire qui est dangereux, qui ne l'est pas. Le gouvernement, madame, travaille sur base de renseignements qui sont vérifiés et contre-vérifiés. Il est possible que quelqu'un ait de la sympathie pour une autre personne qui, lui, est en train d'ourdir des actions violentes contre la République, mais qui ne le sache pas parce qu'il n'est pas équipé pour le savoir. Nous, nous sommes équipés pour savoir qui fait quoi. Et c'est sur base des renseignements, des services qui sont mis en place par l'État congolais que la justice congolaise fonctionne. La justice ne fonctionne pas sur base des amitiés de ceux qui construisent le monde derrière l'écran de leurs ordinateurs. Il est possible que ceux dont vous parlez soient impliqués dans des actions de déstabilisation violente de la République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes qui font des reproches au gouvernement de ne pas pouvoir ramener le calme, notamment dans certaines parties du Nord Kivu. Nous sommes bien au Nord Kivu, où il y a des morts dont on ne sait pas qui est l'auteur, où il y a des gens qu'on assassine, où il y a des femmes qui sont éventrées chaque jour. Et dès lors que une structure judiciaire informée par les technostructures de la police, des services d'investigation, prend des mesures contre un groupe qui n'avouera jamais être un groupe criminel. Peut-être le sont-ils, mais ne l'avouent-ils pas. Ils n'iront jamais vous dire sur vos réseaux sociaux qu'ils sont des criminels, mais on a estimé que leur comportement était criminel. C'est pour cela qu'une décision a été prise. Et s'il y a des preuves qui invalident la position du premier juge, qu'est-ce qui les empêche d'aller devant le deuxième juge et de brandir ces preuves-là selon lesquelles ils sont des gens complètement inoffensifs, ils n'ont rien à voir avec l'insécurité, on s'en prend à eux alors qu'ils sont des militants politiques. Et s'ils étaient des militants politiques, pourquoi ils ne s'enregistrent pas? Pourquoi ils ne s'enregistrent pas auprès des services compétents de l'administration pour qu'on sache exactement qui est responsable de quoi? Il y a derrière une volonté d'anarchie, une volonté de déstabilisation qu'ils partagent avec les forces terroristes qui nous déstabilisent. C'est ainsi que les juges, après avoir considéré tout cela, prennent leurs décisions. Ni vous, ni moi, ni ceux qui écrivent sur Internet n'ont les éléments qui ont été mis à la disposition des juges de Goma pour les condamner. Alors ne nous substituons pas aux juges. Encourageons ces jeunes gens à aller devant le deuxième juge avec des éléments qui pourraient invalider le raisonnement du premier juge, point barre. C'est comme ça que ça fonctionne dans un état de droit. Vous n'allez pas acquitter quelqu'un parce que vous êtes derrière un écran d'ordinateur. Nous prenons le dernier intervenant. Le dernier.
Merci, c'est M. Alain pour l'agence de presse Chine Nouvelle. Monsieur le ministre, je voudrais savoir si depuis que les Nations Unies ont déclaré que nos militaires devaient être rapatriés, est-ce qu'ils sont déjà revenus au pays? Mais aussi vite, le gouvernement congolais ne reconnaît pas le mouvement La Lucha comme vous le dites, mais le secrétaire général des Nations Unies s'est donné le luxe de déjeuner avec l'un des membres de ces mouvements. Il faut dire aujourd'hui que Ban Ki-moon travaille alors pour encourager ces mouvements terroristes, selon le gouvernement congolais. Merci. Les militaires qui doivent revenir de Centrafrique sont sur la voie du retour. Ils continuent encore à rester là-bas. Ils vont revenir. Ils n'ont qu'à traverser le fleuve Ubangi et ils sont au Congo. Je crois que c'est un programme des forces armées. Je n'ai pas à m'étendre là-dessus. Quand on cessera d'avoir besoin d'eux, ils vont revenir. On vous a dit que c'était un problème d'équipement. Je pense qu'ils vont rentrer d'un moment à l'autre. D'autant plus qu'ils seront de nouveau utilisés, d'après ce que le secrétaire général a dit. Pour votre deuxième question, je suis assez surpris. Je ne savais pas qu'en République démocratique du Congo, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui donne la reconnaissance à des associations de la société civile en déjeunant avec elles. Je pense que le secrétaire général peut déjeuner avec qui il veut. Cela ne fait pas de cette personne une association légitime, légalement constituée, qui est à l'abri de la loi congolaise. Ils doivent absolument remplir l'obligation de se faire enregistrer et nous pouvons faire des reproches exactement à ceux qui veulent les encourager à considérer qu'il est normal d'exercer une activité dans un pays sans se faire enregistrer, c'est-à-dire sans la moindre possibilité d'être reconnu responsable des actes qu'il pose. Ça, c'est quelque chose qui peut-être manquait à l'information du secrétaire général. Nous avons le devoir de le dire, mais ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies qui accorde la reconnaissance à des associations. Et donc, ne venez pas me parler ici du secrétaire général. Parlez-moi de la direction des cultes et associations du ministère de la Justice. Le secrétaire général des Nations Unies n'a rien à y voir. Merci beaucoup. Diaspora RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.